Bonjour à tous, nous sommes le vendredi déjà 24 avril 2026. Ouais, c'est ça, on est déjà en 2026, j'en reviens pas. Vous vous rendez compte l'âge qu'on a? Alors, la photo là, alors aujourd'hui on continue, et rassurez-vous, ça va vite être terminé en réalité, puisque ce sont vraiment des petits livres hein, aux éditions Découverte Gallimard, donc sur Camus, L'homme révolté, de Pierre-Louis Ray. Donc son père était ami avec Pierre-Louis Ray, le papa de Pierre-Louis Ray était ami avec Albert Camus. Donc ce n'est pas Albert Camus que vous avez ici en photographie, c'est une photo du jeune Robert Brasillac, parce que dans ce chapitre relativement court d'ailleurs, et puis je vous rassure, la fin du livre arrive. Voilà, donc on pourra passer à autre chose. Même si moi j'y passerai des années, parce que de toute façon il y a des années à y passer en analyse, en stylistique, en analyse politique, en tout ce que vous voulez sur Albert Camus. C'est tellement un personnage historique important et intéressant de notre histoire de France, hein. Je vous rappelle quand même que c'est un de nos prix Nobel. On n'en a pas non plus 150 millions de prix Nobel français en quelques domaines que ce soit. Donc on y passerait des années à analyser son travail, son œuvre et l'homme. Donc alors, je commence la lecture et je vous expliquerai après pourquoi cette photo. J'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'il est joli. C'était l'époque où il devait venir d'avoir ses baccalauréats. Parce que je vous rappelle que le baccalauréat perd de sa valeur depuis à peu près le début des années 60. Donc je fais partie des gens qui ont leur bac, mais qui c'est un bac dévalué, on va dire. Sauf que lui, Robert Brasillac, étant né en 1909, déjà quand on est bachelier à, il me semble, 15 ans et demi ou 16 ans et demi, c'était déjà pas mal. Et à l'époque, on passait plusieurs bacs. Donc, et puis après, école normale. Enfin bon, je vous laisse imaginer l'intellectuel qu'il a pu être, dont nous nous sommes séparés grâce au général de Gaulle en 1945, lors il avait seulement 35 ans. Alors, je commence la lecture de ce nouveau chapitre. La guerre a isolé Camus de sa femme et de sa terre natale. Il vit une sorte d'exil en métropole à l'époque où il conçoit un roman qui s'appelle Un temps les séparés. Ce sera la peste. Fable où l'épidémie figure l'occupation allemande. Journaliste clandestin pendant les années noires, dramaturge reconnu à la Libération, maître à penser trop souvent confondu avec les existentialistes. Alors ça, c'est les gros... Oh non, j'allais dire un gros mot, j'allais dire PD. On a le droit, hein. Pédéraste, ça existe, hein. Comme Sartre. Donc voilà. Euh, donc il a été trop longtemps, il a eu du mal à justement faire comprendre qu'il n'était pas existentialiste. Camus, grâce à la peste, s'impose aussi dans les années d'après-guerre comme un romancier à succès. Oui, parce que finalement, les essais, tout ça, c'est bien sympa, mais moi, je pense également que le roman, qui est souvent un genre mésestimé ou sous-estimé, bah finalement, on a des maîtres à penser. Justement, je parlais ce matin même avec mon meilleur ami de Welbeck, à savoir son talent d'anticipation. Bah justement, je lui disais, pourvu que si on arrive dans un monde tel que Mélenchon le souhaiterait, c'est-à-dire islamiste, hein, euh, pourvu que Michel Houellebecq ne soit pas pendu haut et court à cause d'un roman finalement presque d'anticipation qui s'appelle Soumission. Alors, il faut que je vous le retrouve. Il est là dans mon bazar de bouquins, qui a un roman génial qu'il a écrit il y a, oh, je dirais, il y a plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, où il voyait une France en... Alors, je sais plus si c'est 2022, 2023, 24, enfin maintenant, quoi, à peu près.
avec un gouvernement islamiste. Et donc la charia, tout ça, tout ça. Donc est-ce que, là pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vais vous parler après de cette période d'après-guerre où on s'est privé de, par exemple, Brasillac. Voilà, on a choisi que De Gaulle, hein, a choisi qu'il fallait se séparer de ce mec-là parce que voilà, le collaborationnisme, c'était caca. Voilà. Mais c'est vrai que c'était caca, il fallait pas. Mais bon, après. Alors attendez, je tourne la page. Ah oui, parce qu'un livre, il y a des pages. Donc c'est pour ça que vous avez la photo de Brasillac jeune, que je trouve qu'en plus il était mignon, mais il a toujours été mignon, il n'a pas eu le temps d'être trop laid. Parce que vous voyez, quand vous faites fusiller à 35 ans, vous êtes encore mignon. En juillet 1942, alors, excusez-moi, je vous ai oublié le sous-titre du chapitre, c'est Comme des rats. C'est là que je voulais, justement, je me tâte pour la miniature de vous mettre la fameuse bande dessinée de Petit Luc, où je vous l'ai souvent mis d'ailleurs, en miniature, où vous avez des rats, comme Petit Luc a beaucoup écrit, enfin en fait, bande dessinée sur les rats, qui sont morts de rire devant une édition de La Peste. Donc, comme des rats. En juillet 1942, mais on verra, peut-être je vous la mettrai en miniature, vu que là je suis en train d'enregistrer, donc on n'est pas encore au stade de la miniature, et vous n'en êtes pas encore, vous, de votre côté, au stade de l'écoute. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes à peu près entre 15 et 20 personnes à écouter mes podcasts, en tout cas sur Camus, à chaque fois que j'en fais un. Et j'en parlais avec mon meilleur ami ce matin, et je lui disais, mais tu sais, moi, même s'il n'y en a qu'un seul qui vient écouter ce que je raconte, je suis contente. Je le fais pas du tout pour la... Enfin, si, à la limite, comme on dit, pour la gloire, au sens pour rigoler. C'est-à-dire, en fait, moi, si une seule personne s'intéresse à ce que je fais, à ce que je raconte, parce que ça va l'instruire, parce qu'elle va apprendre des choses, parce que voilà, et bien écoutez, c'est formidable. Ou si ça la fait rire même, c'est pas grave. S'il y a un intérêt derrière ce que je fais, eh bien écoutez, j'ai envie de continuer moi. Et je continuerai en fait. N'en déplaise à tous les gens qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. Donc alors, en juillet 1942, Camus s'apprête à retrouver des amis à Tipaza quand son état de santé lui commande de respirer plutôt l'air des montagnes. Souvenez-vous, il a la tuberculose. Il regagne la métropole pour prendre pension à la ferme du Panelier, près de Chambon-sur-Lignon, dans le Vivarais. Eh ouais, on est encore du côté de chez les dingos. Excusez-moi. Chez la mère de Paul Oakley, qui mettra en scène Caligula. Francine, qui l'a accompagnée, donc Francine, c'est sa femme, retourne en Algérie en octobre pour la rentrée des classes. Et oui, elle est maîtresse d'école. Le 8 novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. 3 jours plus tard, la Wehrmacht occupe la zone sud, zone libre, de la France. Mais je me rendais compte quand même comme ça doit être dur d'habiter du côté de Vichy. Moi, je me suis toujours posé la question, je me dis, ouah la vache, comment ça se passe même quand toi, tu vis c'est quoi, c'est Chamalières, là, le bled de Valérie Giscard d'Estaing. Oui, Chamalières. Faut avoir connu Valérie Giscard d'Estaing. Moi, j'étais petite, hein, ma mère, justement, me disait toujours, est-ce que le président de la République ferait comme ça? Et le président de mon époque dont tu as parlé, c'était forcément Giscard d'Estaing. Et c'était Chamalières. Et il nous a fait Vulcania aussi. On a tous ces gars-là là, dans ce coin. Et je me dis, mais quand vous êtes de ce coin-là et que vous allez au lycée à Chamalières ou à Vichy, comme ça doit être difficile quoi, d'étudier en histoire la période de Pétain. Ah là là, pff, mon Dieu. Ah là là, je vous plains les gars, hein. Là, je vous plains vraiment, hein. Parce qu'après, c'est très compliqué
c'est compliqué pour vous. Hein. Attendez, je me rallume ma clope. On va pas se cacher. Hein. Si on meurt d'un cancer de poumon, on saura pourquoi. Donc alors, bah, puisqu'on a une vie dégueulasse. Hein. Les alliés des Wehrmacht. La métropole est coupée de l'Algérie. Et ouais, ça c'est terrible. Donc comme des rats, notre Camus, dans ses carnets, il ne reverra Francine qu'à la libération. Là, vous vous rendez compte, on est en 42, il reverra sa femme qu'à la libération. C'est quand même très long, quoi. Hein. À son roman sur la peste, il donne alors pour titre Les Séparés. Bon, évidemment, ça n'a pas été retenu par l'éditeur, ou peut-être même par lui-même, mais c'est à sa femme aussi qu'il pensait énormément, puisque la peste est évidemment comment dire, une image, en fait, de l'occupation par la France des nazis. Au Panelier, donc, c'est là où il est avec chez les dingos, là, à côté du Chambon. Au Panelier, il occupe à la fois son roman et le malentendu. Donc, c'est encore un autre sujet d'écriture. Ils se rend parfois à Saint-Étienne. Oh, bah, dis donc, alors. Moi, j'essaie de vous le faire l'accent, mais je suis pas très bonne en accent stéphanois. Pour se faire soigner, et à Lyon, où il rencontre Francis Ponge. C'est quand même pas mal. Aragon, bon, ça, Aragon. Elsa Triolet, ça c'est bien. Et René Leno, poète, journaliste au Progrès de Lyon et résistant qui sera fusillé en juin 1944. En juin 1943, il fait à Paris, à la Générale des Mouches, la connaissance de Sartre et de Simone de Beauvoir. De juillet, date de la première des lettres à un ami allemand, paru dans la clandestinité, où il affirme sa conviction que l'épée n'est rien sans l'esprit. 3 autres lettres suivront. L'ensemble, publié après la Libération, sera dédié à René Leno. À l'automne, il devient lecteur chez Gallimard et membre du jury du prix de la Pléiade. Comme Sartre et la majorité des votants, il choisit Enrico, roman d'un jeune chanteur dont la figure et la voix seront célèbres à Saint-Germain-des-Prés, Mouloudji. J'aime beaucoup Mouloudji, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Ses rapports avec Sartre sont cordiaux. Je ne sais pas comment il a fait pour être cordial avec ce mec-là, au point que celui-ci lui propose de mettre en scène huis clos, mais vous allez voir la suite. De toute façon, avec ce mec-là, il faut pas être pote. Nous en étions au fait que justement Sartre lui propose de mettre en scène huis clos et d'y tenir le rôle de garçon. Donc ça veut dire huis clos, vous savez, c'est l'enfer, c'est les autres, comme assez connu comme pièce, où ces gens se retrouvent dans une chambre d'hôtel, en fait, hein, ou une chambre, et ne sachant pas du tout ce qu'ils y font. Et en réalité, ils sont en enfer. Et petit à petit... D'ailleurs, il y a un très très bon film des années... tout début des années 50 qui est assez formidable. C'est le seul d'ailleurs que je vous conseillerais. Donc, il doit s'appeler Huis clos, hein, qui est très très bien fait. Et en fait, depuis l'enfer, c'est pas mal fichu. Ils voient leur enterrement déjà. Et pourquoi ils sont en enfer? Parce que tous, ça a été des salauds. Voilà, de toute façon, on n'atterrit pas en enfer pour rien. Voilà. C'est une catholique qui vous le dit. Attendez, je sais pas si au niveau du micro, ça va passer. De toute façon, j'ai plus beaucoup d'énergie dans les micros, mais bon, la question n'est pas là. Mais Sartre étant prié de choisir un metteur en scène plus connu, Camus va le délier de sa promesse. Huis clos, créé le 27 mai 1944, sera mis en scène par Raymond Rouleau. Et le rôle de Garcin, il va jusqu'au bout de l'autre. Il se pose pas de questions, Sartre. Hein. C'est non seulement tu le mets pas en scène, et en plus tu n'auras pas le rôle. Donc sera joué par Michel Witold.
Sollicité à la fin de l'année 1943 par Claude Bourdet, responsable du Comité national de la résistance, Camus donne à partir de mars 1944 des articles au journal clandestin Combat. Alors ça, je crois que j'en ai justement un exemplaire j'ai un exemplaire, ça c'est sûr et certain quasiment, de Découverte Gallimard sur le journal Combat. Donc si ça vous intéresse, bah écoute, en tout cas moi ça m'a m'intéresser de le relire. Voilà. Donc on pourrait en reparler. Des articles au journal clandestin Combat. Le couvre-feu favorise la vie sociale. Quand on organise une soirée entre amis, elle dure jusqu'à l'aube. Le 19 mars, Michel Léris monte à son domicile quai des Grands Augustins la lecture d'une pièce de Picasso, Le désir attrapé par la queue. Camus distribue les rôles et joue les metteurs en scène en chambre. Décidément, le besoin de la scène le démange. Il ne tardera pas à être assouvi. Alors, je vous montre quand même. J'espère que oui, il y a de l'image. Alors, vous voyez là, on a Jacques Lacan. Ça tombe très bien. Il est tout flou parce que je l'aime pas. À côté, c'est... alors, attendez, je relis. Cécile Éluard. Ici, on peut reconnaître Picasso. Là, on a la vieille Momone de Beauvoir. Ici, on a Jean-Paul Sartre. Ici, c'est Ouzbek, le chien de Picasso. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on... toute la clique de connards de l'époque. Et puis, ici, Albert Camus. Mais bon, comment lui en vouloir? Puisque tous c'était quasiment, évidemment, des gens résistants. Hein. Même Picasso, je le déteste en tant qu'être humain, mais à côté de cela, en tant qu'être humain, parce qu'il a été vraiment un être, un démon. Hein. Mais à côté de cela, on a Guernica, on a tout un tas de... Et puis, voilà, c'est l'Espagne. On a justement, avec Albert Camus, là je suis en train de digresser, mais toute une histoire avec l'Espagne, évidemment, par rapport à la guerre civile, à Franco. Et donc, c'est compliqué, en fait, de dire de Picasso, c'est juste un connard obsédé sexuel. Il y a d'autres... voilà, parce que justement, là, je vais vous parler de Brasillac. Et donc, ça devient toujours... C'est toujours très compliqué de vouloir dissocier ou associer l'œuvre de la vie du mec. Enfin, moi, je sais que j'ai un gros problème avec ça. Je vous ai dit hein, à propos de Sartre et de Beauvoir, j'ai énormément d'ouvrages ici. Pour Sartre, c'est l'intégralité, c'est sûr. Et pour autant, je ne vais pas tout voler. C'est impossible. Pour moi, ce sont des gens talentueux et intellectuels. Et c'est impossible, malgré, bien que je sache maintenant des choses sur eux. Hein. J'ai encore même ici un bouquin de Pollack qui est très très beau, très bien écrit, Michel Pollack, qui n'était pas que présentateur de télévision, mais également écrivain de talent. Et quand je le retrouve, quand je cherche un bouquin dans ma bibliothèque et que je tombe dessus, si vous voulez, mes doigts sont gênés de passer à côté de lui. Néanmoins, je ne vais pas le brûler. Bon, je continue. Alors, on arrive à un nouveau sous-chapitre qui s'appelle Le Malentendu. Donc, Le Malentendu, publié dans le même volume que Caligula en mai 1944, est créé... Donc, on est sur du théâtre, hein, les amis. Le 24 juin, au Théâtre des Mathurins, dans une mise en scène de Marcel Héran. Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Normandie et Camus est tombé amoureux de l'interprète du rôle de Martha, une jeune femme d'origine espagnole réfugiée en France depuis 1939, Maria Casares. Alors, effectivement, je vous montre la photo. Il y avait quand même de quoi, bah oui, tomber amoureux d'elle. Hein. Et encore, celle-là, c'est pas la plus belle. Parce qu'il y a d'autres photos où elle est encore plus belle encore. Le couple s'affiche sans faux fuyant dans les boîtes où l'on danse. Dans la pièce, Martha est une meurtrière en série
qui, secondé par sa mère, tue pour les dépouiller les clients de son auberge. Ainsi réalisera-t-elle son rêve de quitter ce morne pays où une rose et deux bourgeons euh, qui viennent qui viennent de pousser dans le jardin du cloître tiennent lieu de printemps pour aller habiter dans ces régions où il y a, dit-on, des plages tout à fait désertes. J'imagine avec délice cet autre pays où l'été écrase tout, où les pluies d'hiver noient les villes et où enfin les choses sont ce qu'elles sont. Maria Casares déclame en scène ces phrases lyriques. Oui, c'est vrai que c'est très lyrique, hein. Vous voyez bien que j'ai eu même moi-même du mal à... voilà, qu'on croirait sorti de noces ou de carnet. L'action de la pièce est limitée au meurtre du dernier client, Jean, le frère de Martin. Ayant abandonné depuis des années le foyer maternel, Yann, parce qu'en fait c'est plutôt Yann, hein, c'est Jean, G-A-N, J-A-N, a décidé d'y retourner incognito et paix de sa vie cette stupide imprudence. Quand elles reconnaissent leur erreur, Martha et sa mère se tuent à leur tour. Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne prennent pas un langage simple, dira Camus en guise de commentaire à Louis Guillou en 1945. Coupable d'avoir inutilement compliqué la situation, Yann, la victime, serait donc autant que sa meurtrière responsable du destin qui le frappe. On reste aussi perplexe devant l'invective lancée par Martha aux hommes de son froid pays. Un souffle plus puissant les fanerait, ils ont le printemps qu'ils méritent. Comme on sait que ceux qu'ils méritent, les courtisans piétinés par Caligula. Le bonheur n'est décidément pas dévolu à n'importe qui. Il faut savoir se hausser ou déménager pour l'atteindre. Le dernier déménagement de Camus ne doit rien à l'esprit d'aventure. Il occupe désormais un studio attenant à l'appartement de Gide. Bon, je vous ai toujours dit que ça, je ne vais pas rentrer sur le terrain de la discussion de ce que je pense, moi, de Gide. Hein, sinon, ça deviendrait grossier, très très grossier. Vous aurez compris que j'ai un problème. J'ai un petit problème avec ce monsieur-là. Voilà, donc dans le 7e arrondissement, au 1er bis, rue Vanneau. Combat pour la vérité. Les semaines suivantes comptent parmi les pires de l'occupation, les Allemands renforçant leur surveillance policière. Camus quitte Paris durant quelques jours. Quand Combat paraît enfin librement, il intitule La nuit de la vérité. L'éditorial qui salue la libération de la capitale, 25 août 1944. Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale. C'est ce que nous appelons une révolution, écrit-il le 4 septembre. La devise du journal est en effet de la résistance à la révolution. Mais tous, à gauche, n'entendent pas la révolution, entre guillemets, dans le même sens. Le 15 octobre, Camus entame une polémique avec François Mauriac sur l'épuration. Donc c'est là qu'on va arriver à parler de mon petit Brasillac, qu'il juge nécessaire au nom de la justice, tandis que Mauriac prêche la charité. Il n'empêche, hostile par principe à la peine capitale, Camus s'associe à une pétition demandant au général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République, la grâce de l'écrivain et journaliste Robert Brasillac, condamné à mort le 16 janvier 1945 pour collaboration et appel à la délation des Juifs. Le recours sera rejeté et Brasillac fusillé le 6 février 1945. Alors attendez, là maintenant j'arrête ma lecture et je vais vous faire part de mes notes à ce sujet. Parce que Brasillac reste un de mes grands, coucou mon petit chéri, auteurs favoris. Donc à propos de Robert Brasillac,
Donc, né le 31 mars 1909 à Perpignan, et mort fusillé le 6 février 1945 au fort de Montrouge à Arcueil, dans le Val-de-Marne. À l'instar de véritables collaborateurs, eux, comme les célèbres truands Pierre Bonny, ça s'invente pas quand même, Henri Lafont et Alexandre Villaplane, donc eux aussi ont été détenus et fusillés dans la même époque. Alors Villaplane, pour tous les amateurs de football, vous devez le connaître. Il est né en Algérie en 1904. Il a été célèbre avant-guerre en tant que footballeur, titularisé 25 fois en équipe de France, ayant participé à la Coupe du Monde de 1930. Les 3 rencontres en tant que capitaine de l'équipe. Pour ces 3 mauvais lascars, l'histoire retiendra d'eux qu'ils ont surtout été gestapistes de la première heure. Donc des mecs de la Gestapo, hein, dans le groupe formé par Henri Lafont et Pierre Bonny, tous naturalisés allemands et menant la grande vie grâce à leurs activités de truands, voleurs et des actes commis à l'encontre des... Je suis désolée, je suis obligée de lire mes notes, hein, les amis. Des résistants. Attendez, qu'est-ce que j'ai... Oui, à l'encontre des résistants au célèbre 93 de la rue Laureston à Paris. Je vous conseille, il y a pas mal de récits à propos du 93. On dit le 93, mais c'est le 93 de la rue Laureston. D'ailleurs, il y a eu un très bon téléfilm qui est sorti il y a une vingtaine d'années, il me semble, sur le sujet. Et renseignez-vous, c'est très très intéressant. Ces gens-là, comme les nazis ont su s'entourer en fait de truands, des pires voleurs. Et voilà. Donc, alors, donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que ils ont recruté pour leurs basses œuvres de torture une centaine de malfrats. Donc, ils les ont fait sortir de prison, hein, quand même. Et ont bénéficié, bien sûr, d'une quasi-impunité totale, hein, de la part des occupants allemands. Pierre Bonny, le second de Lafont, était d'ailleurs un ancien policier, le premier policier de France. Selon, vous savez, on dit, par exemple, j'en sais rien, moi, je pense à un mec que j'aimais bien. Oui, je sais, c'est pas bien d'aimer ces gens-là, mais mince, comment il s'appelait Ah, Nico 78. Tu sais, il s'est fait abattre, je l'aime beaucoup. Mesrine, ouais. Ouais, merci Nico. Donc voilà, Jacques Mesrine, par exemple, c'est pas bien de dire j'aime bien Mesrine. Donc c'était l'ennemi public numéro 1. Et ben Bonny, Pierre Bonny, c'était le flic numéro 1 dans les années 30. Et donc il est devenu le second de Lafont. Donc, vous vous rendez compte, un ancien policier qui fait la Gestapo française, que c'est quand même formidable, hein. On peut tout attendre de ces gens-là. Voilà, c'est génial. Donc, pour en revenir à Robert Brasillac, justement fusillé à 35 ans dans ce même lieu du fort de Montrouge, après-guerre, que ces 3 monstres... que furent justement Bonny, comment il s'appelait l'autre là, enfin bref, vous m'aurez compris, Lafont et le mec là qui arrivait d'Algérie là, parce que c'est un Algérien, Villaplane, hein. Voilà, donc il a été fusillé au même endroit à 35 ans. Je pense qu'on peut légitimement se questionner en fait sur le poids des sanctions. Sachant que le maréchal Pétain, après s'être constitué prisonnier et quitté Sigmaringen, y est incarcéré 3 mois environ avec sa femme et il me semble un de ses enfants, sa fille. Bien que frappé d'indignité nationale, c'est quand même pas rien, hein, les amis. Vous vous rendez compte, indignité nationale, et condamné à mort. Lui, contrairement au jeune homme talentueux
de 35 ans, qui était brasillac, voit sa peine commuée en prison à vie. Voilà. Tranquille, hein, Bill. En plus, le mec, ok, on lui a supprimé ses biens, et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Il est mort à 95 ans, le mec. Donc, 10 ans après. Donc, en gros, enfin, une dizaine, à peu près 10 ans après. En gros, tu rentres, t'es sénile. Tu vas à l'Île-Dieu. On te met à l'Île-Dieu, à Port-Joinville. Moi, je sais, j'ai gardé des gosses de Bourges, là-bas, là, de la famille. Vous savez, des cinémas Gaumont. Je vais pas dire le nom. Rien que Gaumont, c'est pas le nom de la famille, mais c'est de la famille des cinémas Gaumont. Voilà, de mon coin. Et je peux vous promettre que c'est très joli, l'Île-Dieu, hein. Donc, je pense que ça allait bien. Voilà. Donc, lui, il a bénéficié quand même, vu son grand âge. Mais par contre, vu le jeune âge, on peut tuer. Bon, on continue parce que j'ai vraiment bossé là-dessus, hein, les amis. Hein. Effectivement, Brasillac a été dans un des premiers... Qu'est-ce que j'ai écrit hein. Je suis désolée, parce que j'ai écrit beaucoup en CV, en sténo. Donc, des fois, j'ai du mal à me relire. Non, non, je pense que la scénographie, c'est un truc qui a disparu aujourd'hui. Sauf que moi, j'écris encore en sténo. Donc, journaliste à l'Action française. Donc, c'est un organe de presse classé à droite, tendance royaliste. Donc, vous dire que moi, je suis contre, c'est faux. Je pense effectivement que on serait quand même vachement plus tranquille avec un roi. Je suis catholique, chrétienne catholique. Donc, en fait, si vous voulez, moi, ça ne me poserait pas de problème. Voilà. Mais ça, je vous le dis depuis des années, hein, c'est pas nouveau. Hein. Même quand j'étais plutôt classée à gauche, ça n'empêche pas. Si vous voulez, ça n'empêche pas d'être à gauche et d'être chrétien catho, ni royaliste hein, d'ailleurs. Bref. Puis sous l'occupation, il a été rédacteur en chef, évidemment, du journal antisémite et collaborationniste Je suis partout. Donc, jugé par un tribunal d'exception, il est condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi. Alors, dans les jours qui suivent, ce procès, alors, il faut quand même qu'on vous sachiez que le procès a duré 6 heures et 20 minutes de délibération. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Vous avez 35 ans. Voilà, tac, 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 tac. J'ai oublié de vous préciser aussi, là je vais le dire maintenant parce que je sais que je ne l'ai pas noté, que en fait pour qu'il se rende, il a été d'abord incarcéré à Fresnes, à la prison. Ils ont enlevé le gouvernement de De Gaulle. Enfin, en tout cas, les flics de De Gaulle ont enlevé sa mère, Marguerite, il me semble, et Geneviève. Oui, je peux le dire, je suis très fière. Sa sœur, il avait une sœur qui s'appelait Geneviève. C'est un très joli prénom, ça, Geneviève. Hein. Oh là là, oui, j'aime beaucoup. Donc, sa sœur, sa mère Marguerite et sa sœur Geneviève, ils les ont enlevés pour qu'ils se rendent. Donc, évidemment, bah oui, il n'allait pas... sa mère Marguerite et sa sœur Geneviève n'avaient rien fait. Elles n'ont pas écrit dans Je suis partout ni rien. Donc du coup, oui, il s'est rendu. C'est les méthodes de pression tout à fait dégueulasses. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très contente que Céline, Louis Ferdinand Céline, ait réussi avec sa femme à se barrer d'Ardar au Danemark pour pas être emmerdé comme ça par des moyens de pression de merde. Donc on continue. Donc dans les jours qui suivent, ce procès qui a duré 6 heures et 20 minutes de délibération à l'initiative donc de Jean Anouilh. Alors Jean Anouilh, c'était un théâtreux, hein, c'est un mec qui écrivait du théâtre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, mon cher Marcel Aimé, bah oui, parce il ne pouvait pas ne pas être là, Marcel Aimé, l'amour de ma vie. Une des amours de ma vie. Et François Mauriac, une pétition d'artistes et d'intellectuels renommés tels que Paul Valéry, Claudel, Albert Camus, Jean Cocteau, Colette,
Vlaminck, alors Vlaminck, c'est un peintre. Jean-Louis Barrault, ça c'est un théâtreux, etc., qui supplie le général de Gaulle de le gracier. Le général choisit la mort. Alors, selon de Gaulle, qui avait répondu à la demande de grâce de Mauriac pour Brasillac, en lui expliquant qu'une... Alors, Mauriac avait dit « Une tête pensante ne doit pas tomber ». Donc, de Gaulle dit « Pourquoi un intellectuel n'est pas moins responsable, mais plus responsable que les autres? Il est un incitateur, il est un chef au sens le plus fort. Une grosse tête est plus responsable qu'une tête de Piaf. Brasillac était intelligent, il avait du talent. Ce qu'il a fait est d'autant plus grave. Son engagement dans la collaboration a renforcé les nazis. Un intellectuel n'a plus de titre à l'indulgence. Il en a moins parce qu'il est informé, plus capable d'esprit critique, donc plus coupable. Les paroles d'un intellectuel sont des flèches, ses formules sont des balles. Il a le pouvoir de transformer l'esprit public. Il ne peut pas jouir des avantages de ce pouvoir de ce pouvoir-là et en refuser les inconvénients. Quand vient l'heure de la justice, il doit payer. Alors moi, là, c'est tiré des mémoires du général de Gaulle. Ce que je voulais préciser, c'est quand même qu'en ce jour du 6 février 1945, où Robert Brasillac a été fusillé au fort de Montrouge, il a refusé qu'on lui bande les yeux. Donc il a largement assumé la sentence. Pour lui, point d'air iodé de l'île-Dieu, comme on l'a laissé au traître en chef de Vichy. Je veux dire que je me demande comment on a pu laisser respirer encore l'air iodé de l'île-Dieu à un vieux mec dégueulasse. Parce que quoi? Parce que c'était son âge. Parce que c'était un vieux mec qui avait fait 14-18, machin, etc. Mais il y en a eu d'autres, des gens comme ça. Voilà. Et lui, donc, il a eu droit à avoir sa peine de mort. Il a été déchu de ses droits français, déchu de sa nationalité, de tout, quoi. Le maréchal Pétain, qui n'est devenu que de la merde, hein. Et par contre, un jeune, 35 ans, bon sang, et pourtant plein de talent, quoi. Ce mec-là, on dit, bah non, en fait, non. Toi, tu vas y passer, quoi. Donc là, oui, je suis en colère. Très en colère. Je suis très contente que Céline ait survécu. Il y a plein de gens comme ça que j'aime. Et voilà, où j'ai peur même pour certains écrivains. J'en parlais ce matin avec mon meilleur ami, où je disais, mais tu vois, en admettant, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ben, c'est pas grave, ce sera une redite, mais que une république islamiste s'installe en France, comme il l'avait prédit dans Soumission. Michel Houellebecq, que j'aime depuis le départ, hein, depuis le tout début, comme Amélie Nothomb d'ailleurs. C'est des gens qui ont démarré en même temps et que j'aime depuis leur début en littérature. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, je pense pas, à part qu'ils ont débuté ensemble. Mais je me dis, mais quand tu as écrit Soumission, c'est évident que tu risques, si un jour c'est un mec qui a autant de problèmes à se poser, enfin, que par exemple Salman Rushdie. Je veux dire, quand tu oses écrire un roman d'anticipation il y a une quinzaine d'années, on va dire, je sais plus exactement hein, quand Soumission est sorti, que il voyait en 2022 ou 2023, 24, je sais plus, une république islamique s'installer en France.
Et le bordel, la charia, quoi, le bordel que ça foutrait. Eh ben, on y est, les mecs. Mais vous ne voulez pas voir. Et vous avez des connards sur Internet, je suis désolée du terme, je dis des gros mots, mais qui vous vendent ça sans problème. Voilà, du haut de leur montagne. Ils sont très bien. Pour le moment, ça les touche pas encore trop, trop, trop. Mais quand la charia sera vraiment automatique en France, là, par contre, ça sera un vrai problème. Et là, ils diront pardon à genoux, quoi. Hein. Bref, donc je pense que je vais même pas je vous lis pas la fin du chapitre. De toute façon, il reste très très peu à lire de ce bouquin. On se fera la suite demain. Je vous embrasse tous et c'est tout ce que j'en étais là. Je voulais vraiment vous en parler parce que Brasiliac, pour moi, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que c'est compliqué aussi maintenant de trouver un bouquin de lui. C'est non, enfin, on en trouve comme Louis-Ferdinand Sénil, j'allais dire Céline. Que ce soit Céline ou Brasiliac, on trouve. Mais je veux dire, ça a quand même vachement nuit à leur carrière. Post-mortem, voilà, vous voyez. Et on les touche du bout des doigts, machin. Alors qu'en réalité, c'est plein d'autres gens qu'on devrait. Ah, je vous dis, moi, par exemple, Sartre, depuis quelque temps, je peux plus, quoi. Alors que je relis plein de gens. Bon, je vous ai déjà parlé de Marcel Aimé, et voilà. Et quand je retombe justement sur ces histoires de pétitions, alors que Marcel Aimé et bien d'autres qui ont signé cette pétition pour sauver la vie de Brasillac étaient à gauche, très très à gauche. Euh, qu'est-ce que je suis heureuse, quoi. Je me dis, mais quel mec, quoi, ce mec, Marcel Aimé, quoi. Il porte bien son nom, quoi. Moi, c'est une de mes amours, ce garçon, quoi. Je vous assure, quoi. Lisez, lisez. Et moi, je reviens tout le temps à mes vieux trucs de gamine quand j'ai pas le moral. Alors, je vais pas lire les œuvres pour adultes. Je vais retomber dans les contes rouges et les contes bleus du chat perché. Et je suis amoureuse de Marcel Aimé. Définitivement. Voilà. Bon, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon week-end. Là, c'est la fin des vacances pour notre zone. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et merci aussi de suivre pour les 4-5 qui écoutent ces chroniques littéraires. Je vous remercie beaucoup. Vous me faites beaucoup de bien. Et si vous voulez, laissez-moi des petits messages hein, quand même. Bisous, bisous.